Bonjour Vincent Olivier, Bonjour Fabio. tu es le directeur général de Start Go Solutions, une agence spécialisée dans le marketing stratégique. Euh, je vais te laisser présenter ta société, tu le feras très certainement mieux que moi. Tout à fait. Start Go Solutions, c'est une entreprise que j'ai créée il y a maintenant 10 ans. Société qui accompagne principalement les différents niveaux de la distribution aftermarket, donc des entreprises aftermarket, et sur 4 thématiques principales. Tu l'as dit, le côté marketing stratégique, marketing produit, opérationnel et formation. D'accord. Donc tu es vraiment spécialisé, toi et ta société, sur la rechange, l'aftermarket, la prévente automobile, avec des belles marques, hein. J'ai vu sur le site internet que tu collabores quasiment avec toutes les grandes marques. Si on peut en citer quelques-unes, sans vouloir, enfin vous avez d'autres, une On, plus on- que on d'autres. essaye, on essaye. Alors on travaille aujourd'hui avec des constructeurs type Toyota, Mercedes Truck, Renault bientôt, PSA Stellantis, voilà. Et puis aussi de nombreux équipementiers sur le territoire français ou à l'international, mais également des structures de distribution du type Dazir par exemple ou Doyen Auto il y a quelques temps, dont je suis issu puisque j'ai travaillé là-bas il y a quelques temps. Et puis, je le disais, côté équipementier, des structures telles que Mecafilter, Frigger, qui sont en développement sur le marché, et des gros équipementiers aussi, voilà, du type ZF, TRW, Delphi, Ela, voilà. Donc, on travaille avec de nombreuses marques dans l'accompagnement justement et dans le développement sur l'aftermarket en France et à l'international. Donc j'ai noté que tu as géré en 10 ans quasiment 400 projets pour ces entreprises-là. Si on doit retenir trois grands projets ou trois grandes thématiques, qu'est-ce qu'ils viennent chercher en priorité ces entreprises? Alors, on a une offre qui est assez large parce qu'on a décidé justement de se spécialiser sur l'après-vente, mais par contre, on a une offre vraiment 360 sur l'après-vente aujourd'hui, justement du marketing stratégique, produits opérationnels et formation. 3 grands projets ou 3 grandes familles qui sont aujourd'hui plébiscités. Tous les projets d'animation, c'est-à-dire faire en sorte que le produit descende bien sur la chaîne de distribution, de l'équipementier jusqu'à la plateforme distributeur, du distributeur vers le réparateur et jusqu'au client final. Donc le côté challenge commerciaux, dynamique commerciale, programmes de fidélité qui sont très plébiscités, digitalisés évidemment, hein, alors physiques et digitaux parce qu'on pense que c'est complémentaire. La deuxième grande famille, c'est le côté formation, promotion des produits via l'information technique et la formation des collaborateurs. Donc là, pour ce faire, on déploie nos propres modules de formation, métier, marché, produit. Et on a également créé notre propre LMS, hein, donc notre propre plateforme qui est déployée en marque blanche et certains équipementiers sont aujourd'hui nos partenaires sur le déploiement de cette marque blanche qui s'appelle donc Start Go e-Academy. Et le troisième axe, hein, qui est très important aussi, c'est tout ce qui est connexion avec le réparateur, mais connexion plutôt physique. Là, pour le coup, pas digital, c'est-à-dire les tournées réparateurs. On visite chaque année entre 2000 et 3000 réparateurs pour des tournées de nos partenaires, souvent équipementiers ou structures de distribution, et tout simplement parce que ils n'ont pas le temps et les ressources de pouvoir aller visiter un tel volume de réparateurs en peu de temps. Donc on met des promoteurs en place. C'est ton équipe c'est toi qui mets les. Exactement. On a une équipe de promoteurs qui tourne sur des zones identifiées et voilà, sur des tournées que l'on prédéfinit et sur des missions bien ciblées. Voilà. On peut donner un exemple. Oui. Un exemple clé, on a travaillé dernièrement avec NTN SNR et TMD Friction sur une opération co-brandée de tournée auprès de certains réparateurs du marché français. Mais on l'a fait dans le passé aussi avec TRW, sur une opération de TRW for Repair, où on a visité plus de 2500 réparateurs. Et I Love Monroe, où pour I Love Monroe, on avait 9 promoteurs sur le terrain qui tournaient pour notre partenaire Teneco de l'époque. Ça répond à un manque chez les équipementiers où il manque de personnel. Ils ont un peu réduit la voilure pour ça. Oui, tout à fait. C'est une problématique de structure. On sait très bien que par le passé, ils avaient un nombre de commerciaux assez important qui allaient au niveau du distributeur, mais également qui faisaient des tournées, ce qu'on appelait des tournées accompagnées au niveau des réparateurs. Ça, ce n'est plus possible aujourd'hui, même si le besoin d'aller voir le réparateur est essentiel. Et encore plus important aujourd'hui, je pense.
On y reviendra un peu plus tard dans cette conversation. Oui. Je profitais de t'avoir, et merci encore d'avoir accepté cette invitation pour que tu répondes à des grands sujets un peu thématiques. Je repose un peu sur ton côté un peu expert du marché. Et je voulais avoir ton point de vue sur des grands sujets comme tout l'affolement qu'il y a aujourd'hui autour de la transition écologique. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions sur ce sujet au niveau de la prévente, avec des choses vraies, pas vraies. Quel regard tu portes, toi, sur tout cet affolement de la transition écologique, à marche forcée un petit peu quand même, les ZFE, la poussée du véhicule électrique? Quel regard Ça, c'est qu'aujourd'hui, je pense que sur cette problématique, c'est une vraie problématique parce qu'il y a des camps qui s'opposent. Quand des camps s'opposent, à un moment donné, on guerroie. Et la problématique, c'est que quand on parle de transition écologique, il faudrait que normalement tout le monde, entre guillemets, se mette autour d'une table et soit persuadé qu'il y a la possibilité d'être dans une transition, mais en prenant les éléments de chaque côté. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'on est dans une vraie opposition entre la non-maturité, entre guillemets, de là où on va et qui n'est pas mature parce que clairement l'électrique n'est pas mature aujourd'hui, on le sait. J'ai presque envie de dire c'est pas grave, mais il suffit de travailler pour. Et le fait qu'on interdise certaines choses sur le côté véhicule thermique, etc., en disant ça sera comme ça et on a une ligne d'arrivée qui est définie et qui ne semble pas forcément très pertinente parce que difficile à atteindre. On a un parc aujourd'hui qui est thermique, qu'on le veuille ou non, et on doit faire migrer ce parc vers une évolution, que ce soit de la batterie standard ou de l'hydrogène, mais en tous les cas, arriver vers une transition écologique. Arriver sur un forcing, ça va pas le faire, et c'est une certitude. Donc aujourd'hui, il y a les cow-boys et les Indiens, on ne sait pas dans quel camp on est, et je pense pas que ça nous amène dans la bonne direction. Au contraire, je pense qu'on perd du temps. Oui, c'est un peu un dialogue de sourds. On a quand même l'impression que Exactement. chacun fait son Exactement. côté. Le deuxième point que je voulais voir avec toi, c'est le schéma de la distribution, qui est aussi un grand sujet de la prévente. On voit qu'en France, le schéma est quand même complexe avec de nombreuses couches. Est-ce que tu penses que tout ça, ça peut résister encore longtemps alors que le métier se digitalise? Voilà, sous cette pression de la digitalisation, comment tu vois évoluer un petit peu ce marché, toutes ces strates? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses par rapport au marché. Effectivement, il va y avoir tu l'as dit, des pressions. Donc, des pressions qui peuvent être aussi des pressions qui émanent d'autres pays, c'est-à-dire sur la notion d'avoir on va dire, un nivellement européen au niveau des tarifs, des structures, etc. Donc, ça veut dire que naturellement, notre modèle français vertical avec de nombreux niveaux peut être mis sous pression par rapport à ce que l'on voit sur certains autres marchés Benelux, allemands, etc. Donc, on va être mis sous pression naturellement par rapport à ça, avec l'arrivée de nouveaux acteurs aussi qui ont envie d'appuyer cette pression et de faire en sorte qu'on soit beaucoup plus lean, entre guillemets, dans la distribution. Ça, c'est le premier point. Tu as parlé de digitalisation, pardon. Oui, la digitalisation, comme d'autres modèles dits entre guillemets disruptifs, vont apporter des choses, mais en même temps vont casser aussi certains codes établis. Donc c'est vrai que la digitalisation va apporter énormément, mais va aussi montrer que la distribution peut-être a encore entre guillemets à évoluer, notamment au niveau de la distribution, où on se rend bien compte que les métiers sont en train de changer. Le distributeur va devoir évoluer dans son métier pour redevenir un stockiste, accompagné par la plateforme, mais quel va vraiment être le rôle de la plateforme et du distributeur dans le futur, et est-ce que les métiers ne vont pas évoluer, et est-ce que les distributeurs ne vont pas devenir plutôt des plaques, comme on peut le voir avec certains modèles type Distrigo, etc., qui sont plutôt physiquement des plateformes. Donc il y a cette question, mais ce qui est certain, c'est que la pression externe, la pression du digital et des modèles disruptifs, et le fait qu'on doit évoluer au niveau de la distribution va faire que vraisemblablement il y aura une disparition d'un des deux niveaux, que ce soit plateforme ou distributeur, à voir entre guillemets qui sera le perdant et le gagnant et comment évolueront ces deux métiers. D'accord, on va vers un raccourcissement, ça c'est sûr. Vraisemblablement oui, parce que économiquement parlant, on n'aura pas la possibilité d'enrichir tout le système. Oui, d'autant plus que le véhicule électrique risque de faire perdre une certaine part de marché. Je crois que le marché en France, c'est 22 milliards, c'est ça, hein, c'est le chiffre que Ouais, tout à fait. on risque de perdre quelques milliards au passage. Un autre sujet qui est bien sûr celui de l'avenir des artisans, des MRA, on en parle beaucoup, hein, alors que la prévente cherche à s'industrialiser à travers bien sûr la connectivité, le diag, il y a beaucoup de sujets. La digitalisation du parcours client et aussi le fait que 50% du parc roulant en France appartient à des flottes. On voit bien qu'il y a comme une force qui pourrait aller à l'encontre des MRA. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que ça va être compliqué pour eux?
Alors, je pense que il y a plusieurs typologies de MRA quand même. Il y a des MRA qui sont spécialistes, hein. Donc eux, peut-être pour le coup, localement, pourront avoir une vraie valeur ajoutée. Alors soit tout simplement parce que géographiquement parlant, ils sont bien placés. Je pense notamment au niveau des campagnes, etc., où on se rend compte que certains réparateurs, voilà, sont le seul relais entre guillemets de réparation pour certains consommateurs. Il n'empêche que c'est sporadique et que demain, il est clair que les réparateurs devront s'appuyer quand même sur des réseaux, des prescripteurs, devront être référencés au niveau des flottes pour pouvoir être, entre guillemets, l'un des réparateurs de référence. Donc ça veut dire qu'ils devront être accompagnés par des structures. Je ne vois pas un réparateur aller faire du lobbying auprès de LeasePlan, Arval, etc. pour pouvoir être référencé, c'est une certitude. Donc c'est vrai que le réparateur indépendant dans son coin, soit il aura une légitimité technique, hein, très spécialisée, peut-être demain sur l'électrique, hein, c'est tout à fait possible, ou local parce qu'il y a peu de monde autour, mais ça va être de plus en plus compliqué d'exister en étant réparateur 100% indépendant et sans panneau. Ouais, non, ça c'est effectivement. Dernier point que je voulais voir avec toi, Olivier, c'est sur la relation qui lie le distributeur et son garage, où toi, tu dis quand même qu'il y a peut-être un accompagnement qui n'est pas assez poussé encore pour accompagner le garagiste à mieux écouler ses produits. Donc, on revient sur cette dynamique commerciale que tu évoquais en introduction de ce dialogue. On peut faire mieux encore, les distributeurs peuvent faire mieux pour aider les garagistes. Je crois qu'il y a réellement une vraie problématique. Le distributeur ne voit pas réellement le niveau de fidélisation ou le niveau de non fidélisation du réparateur. C'est-à-dire que sur un réparateur qui lui achète beaucoup, il a la sensation entre guillemets qu'il achète beaucoup et qu'il achète l'intégralité de ses produits chez lui, ce qui est souvent partiellement faux, parce que le réparateur est de moins en moins fidèle. Il a plusieurs sourcings à disposition. Il peut avoir 3-4 distributeurs en local à proximité. Il peut acheter sur des sites e-commerce aujourd'hui. Il peut avoir des modèles distribués. Pardon. Demain, les Oui, marketplaces aussi. tout à fait. Il peut avoir des plaques PR qui lui proposent de la pièce aujourd'hui d'origine et pas que. Donc c'est vrai que le distributeur est de moins en moins, pardon, le réparateur est de moins en moins fidèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le distributeur doit être de plus en plus un bon vendeur. Un bon vendeur de la pièce, mais également un bon animateur. Parce qu'on sait très bien que le partenariat se lie pas simplement au travers de la vente qui est faite du distributeur vers le réparateur, mais au travers de l'accompagnement du distributeur vers le réparateur pour arriver à être meilleur au niveau de la vente vers le consommateur. Donc ça veut dire de l'animation, de la formation, du service, hein, qui doit être déployé vers ce fameux réparateur dit partenaire, et pas forcément fidèle mais partenaire, pour que ce réparateur sente le distributeur comme un vrai partenaire. Et cette notion de partenariat, ça veut dire que demain, il va falloir plus de services au niveau distributeur, mais il va falloir aussi des vendeurs itinérants qui soient des vrais promoteurs et pas simplement des vendeurs d'huile, des vendeurs de matériel ou d'équipement, mais également des gens qui soient capables d'accompagner le réparateur dans son développement local. Et là, pour le coup, on en est encore loin. D'accord, c'est pas encore. Et c'est là où Certaingo peut accompagner, aider les Oui. distributeurs. Alors, on accompagne beaucoup de réseaux et de structures de distribution dans cette approche-là. Mais la première des choses, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience, hein, une prise de conscience des distributeurs et des têtes de réseau pour se rendre compte que justement, le réparateur, il va falloir arriver à avoir un package entre guillemets de promotion, de promoteurs pour pouvoir accompagner ce réparateur dans son développement, dans le côté service, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est pas forcément une structure comme Start & Go qui peut le faire. Il faut d'abord une prise de conscience et ensuite qu'il y ait un accompagnement sur de la formation, sur des outils, etc. Et c'est là où on peut les accompagner. Mais d'abord, c'est la prise de conscience. Pourtant, vu de l'extérieur, on a le sentiment que quelques centrales, pour ne pas les citer, enfin, je ne veux pas te donner de nom, accompagnent vraiment ces réparateurs à travers des actions commerciales, des sites internet de relance, SMS, etc., etc. C'est pas efficace donc. Alors, c'est pas que c'est pas efficace, mais clairement, et là, de manière très très simple, dans le marketing, on va se dire qu'il y a du push et du pull, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les opérations principales qui sont menées en centrale et de manière pertinente sont souvent sur des opérations plutôt de pull, c'est-à-dire au monde de la digitalisation, au travers de sites internet, au travers d'événementiels, au travers de communication ou de sponsoring, etc. sont des choses qui ont naturellement vocation à attirer le client vers le réparateur ou le réparateur vers le distributeur, donc de faire du pull. Ça
c'est une réalité et c'est ce qui se fait depuis des années. Alors, pour la mesure de ces actions-là et de la pertinence, c'est souvent très compliqué. Quel est le ROI sur ces actions-là? C'est souvent un casse-tête et c'est pour ça que l'on continue ou que l'on arrête, mais pas forcément avec la bonne décision. Mais par contre, le push, c'est-à-dire de faire en sorte que l'équipementier, le distributeur et le réparateur fassent leur boulot, entre guillemets, sur leur sell-out de leurs clients respectifs et l'accompagnement associé, ça, c'est encore beaucoup plus compliqué. Et le rôle des sites d'intermédiation dans tout ça, puisqu'ils sont censés quand même ramener un petit peu de clientèle à travers des devis, des prises de rendez-vous. Quelle perception ça fonctionne, c'est bien, c'est pertinent, mais c'est très macro, c'est pas forcément adapté aux différentes typologies de réparateurs qui sont pour le coup très très variables. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des réparateurs qui sont de très bons communicants, qui sont très vendeurs, mais on en a d'autres qui ont beaucoup plus de lacunes. Donc, on se rend compte qu'entre guillemets, il faudrait des packs d'accompagnement très personnalisés en fonction des réparateurs, en fonction de leur métier, bien évidemment. Hein. Ils sont carrossiers, ils sont réparateurs, ils sont spécialistes de rectification ou voilà, ils sont spécialistes, hein, mais aussi sur la typologie du réparateur, la taille aussi du réparateur, les niveaux d'accompagnement qu'il faut avoir. Et je pense que c'est beaucoup plus un accompagnement local qu'il faudrait avoir plutôt que quelque chose d'assez macro, qui est pertinent, hein, tout ce qui peut permettre d'attirer, d'amener du volume et à une certaine pertinence, et ça marche, on le voit bien. Par contre, ça suffit pas. Comme pour ce que je disais tout à l'heure, sur le niveau de push, il faut qu'il y ait les deux, ça ne suffit pas. On ne peut pas clairement attendre que ça tombe tout seul, et ça, c'est une certitude. Très bien. Il y en a quand même des problèmes sur ces éléments-là. Merci beaucoup Vincent pour ce témoignage et d'avoir accepté cet entretien pour Décision Atelier. Et puis, on se verra bientôt, j'espère.